Bonjour, bienvenue au Hub des Territoires, le nouvel espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires. Et je suis Cécile Binsat, responsable du Hub. Et nous sommes ravis avec l'équipe de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle conférence débat avec l'Institut des futurs souhaitables. Alors on a un retour en fait qui nous gêne beaucoup en plateau. Donc nous sommes ravis de vous accueillir avec l'équipe au Hub, que ce soit en ligne ou en présentiel. Vous êtes les bienvenus. Pour cette nouvelle conférence débat avec l'Institut des futurs souhaitables sur les nouvelles dynamiques collaboratives et les nouvelles formes de gouvernance. Bienvenue Jean-Luc Véraud, qui est fondateur de l'Institut des futurs souhaitables, et Martin Serralta, prospectiviste. Bonjour. Qui allait nous expliquer ces enjeux et nous donner des clés de décryptage et d'action pour aborder au mieux nos nouveaux enjeux au quotidien. Avec joie. Le Hub des territoires, en deux mots, c'est un espace, à la fois un lieu, mais un dispositif plus largement, pour travailler ensemble, pour faire avec vous, acteurs des territoires, collectivités, bailleurs sociaux, professions juridiques, entreprises publiques locales, ainsi que tout l'écosystème, un écosystème très riche de partenaires, aussi bien institutionnels, publics que privés. Au Hub, notre objectif, c'est d'inspirer et de concrétiser vos projets territoriaux et surtout de nous rassembler. Donc, je ne vais pas être plus longue, si ce n'est tout de même vous rappeler qu'on a une programmation riche et vous allez avoir dans le chat Teams le lien vers l'agenda du Hub des territoires, l'agenda post-été, post-estival. Donc, on a encore quelques événements. Et puis surtout, ne manquez pas également de vous inscrire à notre lettre d'actu pour avoir les prochains événements, surtout qui vont se passer à la rentrée, avec l'Institut des futurs souhaitables et un programme évidemment tout aussi varié que vous avez pu le connaître jusqu'à présent. Donc je te laisse la parole maintenant, Jean-Luc. Super. Merci Cécile. Alors peut-être avant de donner la parole à Martin, notre intervenant du jour, peut-être vous donner quelques éléments sur qui nous sommes, d'où nous parlons, l'Institut des futurs souhaitables. Donc moi je me présente, je m'appelle Jean-Luc Véraud, j'ai cofondé l'Institut il y a 10 ans maintenant avec Mathieu Baudin. L'Institut des futurs souhaitables, on aime bien le présenter de plusieurs manières et notamment se présenter comme une école et une école de la réinvention. Et donc, l'école de la réinvention, quand on dit ça, en fait, on le résume avec ces 3 stickers. Donc, ce n'est pas le sticker du jour, mais voilà, 3 stickers pour présenter à la fois la conviction et notre approche. La première conviction, le premier sticker, invite à changer de regard sur l'époque que nous vivons. Nous avons la conviction, enfin on fait partie de ceux qui ont la conviction que nous vivons une époque singulière de l'histoire de l'humanité, on n'a pas peur de le dire, et que cette période, ça n'est ni une crise, le terme de crise pourrait laisser penser en fait que finalement il suffirait de laisser passer la crise, de faire le dos rond pour retrouver des équilibres d'antan, on sait très bien que ça se passera pas comme ça, et ça n'est pas non plus la fin du monde, comme certains peuvent l'affirmer aujourd'hui. On pense, nous, que la fin d'un monde, parce qu'on pense que c'est de ça dont il s'agit, n'est pas la fin du monde. Et que finalement, le monde qu'on connaît aujourd'hui a été construit donc à la fin du 19e et au cours du 20e siècle, et que ce qui était réponse, solution au problème du 20e est précisément devenu problème en ce début de 21e siècle. Donc la fin d'un monde, oui, la fin du monde, certainement pas. Le deuxième sticker invite à changer de posture vis-à-vis de demain, vis-à-vis de l'avenir. On dit souvent, on aime bien dire qu'à l'Institut des futurs souhaitables, on a de nombreux super-pouvoirs, c'est vrai. Il y en a bien un qu'on n'a pas, c'est qu'on n'est pas médium, on n'est pas voyant, on ne sait pas lire l'avenir. On se méfie d'ailleurs des gens qui nous disent avec assertivité que demain serait comme ceci ou comme cela. Et donc l'invitation est non pas de voir demain comme quelque chose à prédire et à prévoir, mais bien à construire aujourd'hui. Et je sais que Martin reviendra largement sur cet angle-là. Et enfin, le dernier sticker, écoutez, le bruit de la forêt qui pousse plutôt que celui des arbres qui tombent, c'est une manière de décrire notre métier, notre activité, qui est effectivement une invitation à être attentif
aux émergences qui peuvent dessiner demain, notamment en termes d'innovation sur les territoires particulièrement, plutôt que le bruit des crises et des arbres qui tombent, qui remplissent la une de nos médias. Juste la raison d'être de l'Institut, ouvrir les futurs pour libérer le présent. Je souligne les futurs au pluriel, ça vient en écho avec ce que je viens de vous dire, et puis je vais pas tellement dire plus parce que je sais que Martin reviendra précisément là-dessus. Ce qui me semble peut-être important de souligner par rapport à ça, c'est que l'activité de l'Institut, pour faire vite, on est école, donc on a une activité pédagogique, qu'elle soit en inter-entreprise ou bien sur mesure pour des organisations, c'est notamment ce que l'on peut faire avec vous ici au Web des Territoires. Une activité d'accompagnement des organisations dans leur transformation avec l'approche du biomimétisme. Tariq Chekchak qui était avec nous il y a 3 semaines, il nous a présenté ça. Martin le fait avec tout un collectif et donc on va le voir aujourd'hui. Et puis nous avons une activité d'intérêt général, grand public, un certain nombre de programmations pour qui le souhaite de manière libre et gratuite qu'on appelle l'Université populaire de la réinvention. Tout ça alimenté par une activité de R&D et de veille. Peut-être pour resituer la conférence, donc on a avec l'équipe, enfin avec Françoise Morcel et son équipe que je remercie à nouveau, et puis avec Cécile et le Hub des Territoires, donc on a bâti un programme, un cycle de conférences prospectives, donc qui s'articule pour l'année 2021, c'est appelé à se poursuivre en 2022, pour l'année 2021 en 3 petits cycles de 3 conférences. Donc aujourd'hui, on va terminer le premier cycle, et le cycle on a intitulé Changement de posture, que nous avons ouvert avec Mathieu Baudin, que j'évoquais tout à l'heure, donc sur comment la prospective nous permet effectivement de déplacer notre regard sur le monde. La dernière fois avec Tariq Chekchak sur finalement comment la relation au vivant peut nous permettre de revisiter nos économies vers des économies régénératives. Et puis aujourd'hui, donc, on termine avec finalement ce déplacement que nous proposera Martin, et donc j'en dis pas plus. Le rendez-vous est déjà pris pour début septembre, où là on aura un cycle qui permettra d'aller zoomer sur les questions d'organisation et de territoire. Donc on sera le 3 septembre, avec Village Vivant, donc Sylvien viendra. Donc ce sera sur septembre-octobre, donc sur organisation et territoire, et on terminera l'année avec un cycle sur les futurs de la santé. Voilà, je crois qu'une fois que j'ai dit ça, j'ai dit l'essentiel. N'oublions pas de rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Tout à fait. Du coup, rappelez que Martin, c'est à peu près 40 minutes d'intervention. On aura donc un quart d'heure, 20 minutes d'échange pour préciser ce qui serait nécessaire de préciser. Merci Martin, c'est à toi. Merci Jean-Luc. Merci à vous deux. Je suis ravi d'être là, dans ce magnifique lieu du Hub des Territoires, avec les quelques personnes qui sont dans la vraie vie, dans une organisation vivante. C'est ça dont on va parler ensemble aujourd'hui. Pour me présenter, simplement pour vous dire d'où je parle, j'ai passé 17 ans au sein d'une grande entreprise française que vous voyez ici. J'ai travaillé dans une ONG qui s'appelle l'ANDES, l'Association nationale des épiceries solidaires. Et depuis quelques années, je travaille en collaboration avec l'Institut des futurs souhaitables et dans une petite structure que je viens de créer qui s'appelle Cité Vive, qui porte sur ces sujets. Je n'ai pas travaillé chez Playmobil, contrairement à ce que l'image pourrait laisser suggérer, mais tout ça pour vous dire que ça fait une vingtaine d'années que mon métier, c'est d'aller secouer la cité au sens large, secouer les organisations, un peu comme les fous du roi au Moyen-Âge. Et donc, c'est le cœur de ce qu'on va discuter aujourd'hui, les dynamiques collaboratives, les dynamiques participatives, organisationnelles, aujourd'hui, dans les territoires et ailleurs dans les organisations. Le cœur de notre recherche, Jean-Luc en a parlé tout à l'heure, notamment avec Tariq et d'autres personnes autour de nous dans notre écosystème. Je travaille en particulier sur des questions de sociodynamique. Je vais en dire un mot tout à l'heure. La sociodynamique, c'est une approche notamment des organisations et des grands collectifs, qui est une invention, on va dire, française, comme la prospective avec Gaston Berger. C'est particulièrement intéressant pour comprendre les dynamiques à l'œuvre aujourd'hui, dans tout type d'organisation. La pensée de groupe, c'est l'inverse de l'intelligence collective. C'est ce qui nous fait prendre des très mauvaises décisions ensemble. Et ça arrive. Et l'idée, évidemment, c'est pas de cultiver la pensée de groupe, mais de
permettre l'activation de l'intelligence collective. Autour de ces questions d'organisation, on travaille également sur la question de l'articulation, de la raison d'être et de la prospective, donc tous les sujets que vous a partagés déjà dans les versions précédentes, que vous pouvez revoir en ligne, j'en profite pour le dire, avec Mathieu Baudin et Tariq Tchekchak, et puis la question de comment on décide finalement. Alors quand on se pose la question des organisations, la première clé de lecture que je vous propose, c'est de se rappeler qu'une toute organisation, tout territoire est un système. C'est un système vivant. Les organisations sont des systèmes complexes et à ce titre répondre à un certain nombre de caractéristiques des systèmes. Qu'est-ce qu'il y a dans un système? Dans un système, il y a des agents, hein, c'est le terme de la systémique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire soit des individus, soit des groupes d'individus qui sont hétérogènes. Il y a toujours de la diversité. Même quand on a tous le même titre, le même métier, il y a toujours de la diversité. Il y a un principe de non-sommativité, le terme est très laid, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tout n'est pas la somme des parties, que le tout existe en soi et est différent de la somme des parties. En gros, on n'est pas dans une logique d'analyse causale dans les systèmes. Il y a des interactions, évidemment, entre les agents. Il y a des sous-organisations, donc dans un territoire, c'est évident, des sous-organisations qui sont sur ce territoire, plein de types d'organisations, hein, bien sûr des organisations géographiques, des villages, des appellations, des cultures, des entreprises qui sont implémentées, des citoyens, des citoyennes, etc. Des logiques de rétroaction, autrement dit, A ne donne pas B qui donne pas C. Dans un système, c'est A va vers B qui revient vers A, qui va vers C, qui va vers D, qui va vers E, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, dans un système, il y a un principe qui s'appelle l'équifinalité qui consiste à dire qu'on ne peut pas appliquer dans un système complexe les mécaniques de l'analyse causale. L'homéostasie, ça veut dire qu'un système tente à essayer de retrouver en permanence son équilibre. On veut construire le monde d'après, mais on revient inexorablement au monde d'avant. Et qu'il y a, pour autant, dans certains contextes, des émergences nouvelles. Plein de termes, peut-être un peu abstraits, mais c'est intéressant de se dire que, grosso modo, notre mode de raisonnement, celui qu'on apprend majoritairement à l'école, autrement dit l'analyse causale, les mathématiques qui sont des mathématiques strictes avec des logiques de rationalité qui dit A va donner B, va donner C, va donner D, ne s'applique pas quand on regarde des systèmes complexes. C'est tout le champ de la systémique. Je n'ai pas la prétention ici de donner à voir ce champ de la systémique et de la compréhension des organisations complexes, simplement de nous alerter collectivement sur le fait que nos clés de lecture classiques ne s'appliquent pas de façon stricte au système. Les systèmes vivants, Tariq vous en a parlé la dernière fois, et c'est pour ça que le sujet du biomimétisme et de la compréhension du vivant est critique pour comprendre comment vivent des territoires, comment vivent des organisations, sont des formes de vie ouvertes, auto-organisées, qui interagissent avec leur environnement. Ils se maintiennent grâce à tout un tas de flux, mais ça veut dire que si on regarde nos organisations, si on regarde nos territoires, sans les considérer comme des systèmes vivants, on perd complètement une partie de leur réalité, voire la partie la plus essentielle de leur réalité. Dans un système vivant, il y a des imbrications, comme dans des poupées russes ou dans des fractales. On a à l'échelle, on voit des formes, des motifs qui se reproduisent à plus petite échelle et à d'autres échelles. Il y a des connexions et notre cerveau n'est pas habitué, n'a pas été entraîné pour regarder ces interactions. Donc concrètement, première invitation, regardez les territoires, regardez les organisations comme des systèmes, c'est-à-dire avec une membrane, avec des sous-systèmes et avec des dynamiques d'évolution dans chacun de ces sous-systèmes. Un des exercices que j'aime beaucoup faire avec ce schéma très très simple, c'est de demander, quand on travaille sur une organisation en particulier ou sur un territoire en particulier, si on dit, imaginez que votre organisation, votre territoire, c'est cette membrane rouge. Okay, vous êtes capable, souvent on est capable d'identifier les systèmes qu'il y a à l'intérieur. Mais quand on pose la question de c'est quoi la membrane du métasystème, du système qui est au-dessus, là, parfois, ça devient un mystère. Alors, soit on dit le monde, le cosmos, le territoire national, parce que c'est nos références. Mais quand il s'agit de trouver le bon métasystème juste au-dessus, comprendre dans quoi on est imbriqué,
ça devient très difficile. Et pour autant, c'est essentiel parce que ça permet aux autres agents, aux autres organisations qui sont autour de nous comprendre. Nous travaillons ensemble avec Tariq, du coup, sur ces questions organisationnelles, en les regardant comme des systèmes vivants, et c'est ce qui fait le lien entre nos deux interventions. Alors, pourquoi aime-t-on autant les organisations qui sont verticales? Parce qu'on n'aime pas l'incertitude. Parce qu'on n'aime pas l'incertitude. On n'aime pas ne pas pouvoir relier un événement à un autre. On n'aime pas les situations où la lecture causale, qui dit c'est parce qu'un tel m'a dit ça qu'aujourd'hui je suis comme ça, alors que la réalité est bien plus complexe que ça. Notre cerveau n'aime pas ça. Sébastien Boller, qui est un chercheur et aussi le rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho, qui fait de la vulgarisation sur les sujets des sciences cognitives et de la psychologie, nous dit « Le cerveau humain a besoin de savoir de quoi l'avenir sera fait, sinon il peut être tenté par des organisations autoritaires qui lui donnent l'impression d'avoir des certitudes. » Autrement dit, nous adorons les certitudes et c'est pour ça que nous adorons les organisations verticales ou pyramidales. En fait, nous les aimons bien, ces organisations, parce qu'elles nous donnent l'illusion, elles nourrissent notre cerveau sur « t'as des certitudes, je sais qui est au-dessus, je sais qui est en dessous, je sais quels sont les processus ». Donc il y a une tendance chez nous à aimer les systèmes verticaux parce qu'ils nous rassurent. Et c'est pour ça qu'ils ont autant de succès, notamment dans les 150 dernières années. Il y a même des gens qui vont plus loin que ça. Arthur Koestler, qui a écrit ce livre The Ghost in the Machine, qui a beaucoup influencé tout un tas d'organisations ou de réflexions organisationnelles, nous dit in fine, en fait, cette angoisse existentielle de l'être humain doit nous ramener à des structures qui sont des structures plus ou moins rigides et en tout cas rassurantes, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Alors, vous vous doutez bien que j'ai un point de vue un peu différent sur la question, que l'Institut des futurs souhaitables porte un point de vue un peu différent sur cette question. Clé de lecture, j'en parlais tout à l'heure dans l'introduction, pour comprendre différentes modalités organisationnelles, avec une approche, une théorie française qui s'appelle la sociodynamique, qui vient notamment de ce monsieur Jean-Christian Fauvet, qui a posé des clés de lecture qui nous sortent de nos schémas rigides et en même temps qui nous permettent de nous rassurer parce que ça nous donne des clés pour comprendre comment les choses peuvent évoluer. La sociodynamique, vous voyez bien le terme, groupe social en mouvement, c'est-à-dire la réalité de toutes les organisations de l'histoire. La sociodynamique nous propose des clés de lecture et notamment une matrice qui s'appelle la matrice ego-écho. Je ne vais pas rentrer dans son détail ici puisque ça nous prendrait trop de temps, mais simplement pour nous dire qu'il y a 4 grands types d'organisations. Alors je prends une métaphore maritime. Premier grand type d'organisation, vous voyez, un des fleurons de la marine marchande française, le CMA-CGM Jules Verne. C'est un bateau porte-container extrêmement performant quand il dit « je serai dans tel port dans le monde à telle date, à telle heure ». Eh bien, effectivement, il y est. 98% de performance sur la capacité à arriver dans tel port à telle heure, sauf quand le canal de Suez est bloqué, évidemment. Ma comparaison maritime, c'est pour vous dire qu'il y a des organisations extrêmement performantes dans le monde qui sont des organisations mécanistes. Ce sont des organisations qui fonctionnent selon ce modèle de verticalité, de processus où un individu peut en remplacer un autre, où la structure prévaut. Peu de culture d'unité organisationnelle, peu de diversité dans l'organisation. Et il peut y avoir, et c'est une des clés qui est vraiment très intéressante dans la sociodynamique, c'est-à-dire qu'on ne dit pas il y a les bonnes organisations et les mauvaises organisations, il peut y avoir de la performance dans ces organisations. Évidemment, si on cherche à exprimer sa diversité dans ce type d'organisation, c'est plus difficile. Amazon, par exemple, est une organisation mécaniste. RTE est une organisation mécaniste. Ce sont des organisations qui fonctionnent efficacement dans leur domaine, sur leur raison d'être. On peut avoir un avis personnel sur les modalités de ces organisations, leur fonctionnement ou leur contribution au bien commun. Et j'ai mis 2 exemples qui, évidemment, sont perçus d'une façon très différente. Deuxième type d'organisation, la flottille de bateaux. La flottille de bateaux, ils partent à 200, il n'y en a peut-être que 150 qui arrivent,
mais ils ont fait face à toutes les tempêtes, ils ont contourné les obstacles et potentiellement ils sont allés très vite. Ce type d'organisation qu'on appelle des organisations transactionnelles. Les organisations transactionnelles, ce sont des organisations où vous avez généralement une organisation au cœur, une petite structure au cœur, une holding typiquement, qui porte une marque et qui a tout autour d'elle des acteurs qui interviennent et qui sont là ou plus là, qui sont peut-être parfois en compétition entre eux. Vous avez des organisations transactionnelles comme Uber, par exemple, bien évidemment, qui est et toute la gig économie, ce qu'on appelle cette économie avec des gens qui sont en freelance autour d'une organisation, sont des organisations transactionnelles. Mais vous avez aussi des organisations plus classiques qui sont des organisations transactionnelles parce qu'elles structurent leur force de vente dans une logique qui est une logique de compétition entre les territoires, etc., qui fonctionne bien. Troisième type d'organisation. Là, vous voyez, on est toujours dans la métaphore maritime. Vous avez un des fleurons là, de la Marine nationale, un bateau qui est un bateau école pour la Marine nationale. Parmi les deux bateaux emblématiques de la Marine nationale, vous avez donc une organisation ici qui est une organisation dite tribale. Autrement dit, nous avons une culture, nous dépassons les tempêtes parce qu'il y a une solidarité extrêmement forte, une identité extrêmement forte parmi tout l'équipage, et une capacité à faire face ensemble, grâce à notre identité, à des difficultés. Des organisations identitaires, il y en a plein, des organisations tribales, il y en a plein. Southwest Airlines est sorti des difficultés après le second choc pétrolier grâce à une logique tribale, fonctionner comme une famille. Biocop fonctionne comme une famille aussi, c'est-à-dire on fait partie d'une communauté qui propose un modèle alternatif. Veja, qui fabrique des baskets, fonctionne aussi sur une logique tribale pour fédérer une communauté autour de modèles alternatifs dans cette industrie. Quatrième type d'organisation, l'hydroptère, pour filer la métaphore maritime. L'hydroptère, c'est ce bateau à voile qui, le premier, a franchi la barre des 50 nœuds à la voile. Une performance extraordinaire. On ne sait plus très bien si c'est un bateau ou un avion de chasse. Il a d'ailleurs été conçu avec des ingénieurs, puisqu'il sort de l'aéronautique, puisqu'il sort de l'eau à partir d'une certaine vitesse sur ses foils, et il a atteint, performance incroyable, 50 nœuds à la voile. Ça a été dépassé depuis, notamment par des planches à voile, mais c'est une performance incroyable. Ces organisations qui reposent sur une interconnexion très forte de chacun des membres de l'équipage, d'une subtilité extrêmement forte, on les appelle les organisations holistiques. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus un chef, une culture qui domine, vous n'avez plus une structure ou un processus qui domine, ni une compétition entre les acteurs, vous avez une interdépendance au quotidien, en permanence, entre les acteurs. Ce sont des organisations extrêmement performantes et, comme ce bateau, extrêmement fragiles. Pourquoi ? Bien sûr, parce que ça vient en contradiction avec ce que je disais tout au début sur notre mode de fonctionnement cognitif. C'est très difficile d'être en interaction, en communication de très grande qualité avec les autres au quotidien, en permanence. On en fait tous l'expérience dans nos vies de couple, de famille, etc. C'est très difficile. Eh bien, c'est vrai aussi pour les organisations. Les organisations holistiques, il y en a des très connues, comme Gore, par exemple, qui fabrique le Gore-Tex, Chronoflex en France, qui a fait l'objet de nombreux reportages. Ce sont des organisations qui gèrent cette modalité, cette interaction au quotidien pour être plus performants. 4 types d'organisations, du coup, qui sont parfois entre les deux. Je prends cet exemple de Patagonia, qui est une marque bien connue. On pourrait dire Patagonia, c'est évident que c'est une organisation holistique. C'est une organisation qui a des composantes holistiques, mais aussi des composantes tribales, parce qu'elle fédère sa communauté autour de nous, parfois contre le reste du monde. On a quelque chose d'autre à vous proposer. Et en soi, ce n'est pas un problème. Les 4 types d'organisations sont des organisations qui peuvent être performantes. Ce qui est contre-performant à tous les sens du terme, performant au sens économique, social, environnemental. Ce qui est contre-performant, c'est quand on raconte quelque chose ou qu'on pense qu'on est à un endroit et qu'en fait, on fait autre chose. C'est la dissonance qui, dans les organisations comme dans les systèmes, crée un malaise, une difficulté, des risques psychosociaux, etc., etc. Donc vous retrouvez ces 4 types d'organisations avec, d'un côté, sur les ordonnées, ce qui fait de l'unité, ce qui crée une culture, ce qu'on appelle l'ego organisationnel, et de l'autre côté, ce qui crée de l'ouverture et de la diversité, l'éco-organisationnel. Loin de moi l'idée de dire qu'il y a un type d'organisation parfait. L'idée, c'est de dire comment on peut sortir
d'un schéma organisationnel dominant qui est principalement mécaniste et transactionnel, surtout depuis la vision friedmanienne de l'économie a pris le dessus, pour aller vers plus de biodiversité organisationnelle. Et c'est vrai dans les organisations type entreprise, association, mais c'est vrai aussi sur l'ensemble de nos territoires. C'est-à-dire, non, l'idéal, c'est pas forcément que tout le monde aille sur des organisations holistiques, ça voudrait dire que on remplace un dogme par un autre, en disant c'est ce type d'organisation qu'il faut absolument et tout le monde veut adorer ça. C'est de se dire plutôt comment on étend, comment on se réouvre le champ des possibles, un peu comme ce que disait Jean-Luc tout à l'heure sur ouvrir les futurs pour libérer le présent. Ben là, c'est la même logique, c'est ouvrir le champ des possibles pour libérer notre capacité à agir aujourd'hui. Alors, que font les organisations ou les territoires qui ouvrent ce champ des possibles? 3 points de lecture soulignés par un axe qui est transversal. Premier point de lecture, dans toutes les organisations qui sont performantes au sens large, dans la performance plurielle, économique, sociale, environnementale, bien-être des équipes, la raison d'être est au cœur. Pourquoi? Bien sûr, parce que la raison d'être, être clair sur sa raison d'être, ça limite la dissonance cognitive. Deuxième élément, des organisations, des structures qui favorisent l'autonomie, soit de sous-ensembles, qui permettent de se détacher d'un modèle dominant et d'aller vers des modalités d'autonomie, soit par petits groupes, soit individuels. Et troisième élément, une culture de confiance et de responsabilité qui permet à chacun de pouvoir, en confiance, aller vers davantage d'ouverture et d'interdépendance avec les autres. Et dans toutes ces organisations, quelles qu'elles soient, pour appuyer ça et réduire les dissonances cognitives et renforcer ce qu'on appelle la congruence en psychologie, mais qui est la même chose dans un système, la cohérence du système, éviter que dans un système, il y ait des éléments qui soient tellement en vibration, qui soit ils se fassent éjecter, soit ils fassent s'effondrer le système. Eh bien, il y a des symboles qui renforcent la cohérence du tout. Alors, explorons ensemble ces éléments. La raison d'être au cœur de l'organisation. La raison d'être, c'est quoi? Il y a plein de termes. En ce moment, on parle de raison d'être, de société à mission, de bicorp, La raison d'être, c'est l'élan vital d'un système. Si vous prenez une graine, elle a besoin, bien sûr, d'air, d'eau, de chaleur, de nutriments pour pousser. Mais aucun de ces éléments ne font que telle graine devient un iris, telle graine devient un épi de blé, telle graine devient un type d'arbre, un pommier, etc., etc. C'est bien le code génétique qui est dans la graine qui fait que telle plante se développe de telle façon, tel végétal se développe de telle façon. Tariq vous aurait dit, en termes savants, c'est la force autopoïétique, l'énergie autopoïétique de la graine qui cherche à se développer. Pour une organisation, c'est la même chose. L'élan vital de l'organisation, sa raison d'être, c'est quelque chose qui est déjà là, qui cherche à se déployer. Bergson, ici, que vous voyez sur cette image, dit « L'élan vital désigne une tendance créatrice de la vie, qui se développe à travers les organismes particuliers, assure la continuité de l'espèce, engendre l'évolution des êtres. » On voit bien qu'ici, on est dans un prisme biologique et psychologique, mais c'est la même chose pour une organisation. Tout système a un élan vital. Et la raison d'être, c'est ça. Donc, la raison d'être, c'est une dimension endogène qui vient de l'intérieur, qui n'est pas dictée par l'extérieur. C'est une dynamique endogène, c'est pour ça que j'utilise ce petit symbole qui est comme un ressort de montre, vous voyez, qui cherche à se déployer et qui vient de l'intérieur. C'est une réalité du présent. En gros, c'est répondre à la question de pourquoi je me lève le matin ou pourquoi nous nous levons le matin. Qu'est-ce qui fait qu'on est ici, dans tel ou tel territoire, et qu'on a un projet de vivre ensemble et d'agir ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans telle association et qu'on a envie de se mettre en mouvement collectif, socio-dynamique? C'est ça l'enjeu. Qualifier la raison d'être, révéler la raison d'être, c'est simplement mettre des mots, effectiver, poser devant nous, ce qui nous met en mouvement. Pour reprendre le nom de la maison de production de Cédric Clapiche, ce qui me meut. C'est ça la raison d'être. La raison d'être révèle ce qui est vivant dans l'organisation. Autrement dit, ce qui demande à se déployer, ce qui me fait lever le matin. Et donc, point de précision qui me paraît essentiel, dire que la raison d'être, c'est une réalité du présent. C'est déjà là en nous à titre individuel, c'est déjà là en nous à titre collectif. Et
Quand je projette, je visionne cette raison d'être dans un futur plus ou moins lointain, je fais de la prospective, je vais étudier tout le champ des futurs, les futurs tendanciels, les futures catastrophes, les futurs de rupturistes, etc. Et je vais me poser la question de si j'exprime ou si nous exprimons collectivement notre raison d'être jusqu'au bout, qu'est-ce que ça donne en 2030, en 2040, etc., etc. Et dans un troisième temps, et dans un troisième temps seulement, je détermine quelle est notre stratégie. Donc, l'ordre, c'est révéler la raison d'être, visualiser le futur souhaitable et définir la stratégie. Révéler ma raison d'être, c'est dire, j'essaye juste de poser ce qu'il y a ici et maintenant. Un des premiers à avoir travaillé sur ce sujet, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'entreprise Patagonia avec Yvon Chouinard, qui a formalisé très tôt dans son histoire pourquoi ils étaient là. Et notamment pourquoi les deux, trois copains qui ont démarré l'aventure de d'abord Chouinard Incorporated et Patagonia faisaient du business ensemble. Quelle était la raison d'être de ces trois copains au départ? Faire de l'escalade 6 mois de l'année et du surf 6 mois de l'année. C'était ça leur raison d'être. Ce qui les animait au quotidien, c'était de se dire comment on fait en sorte de faire de l'escalade la moitié de l'année et du surf la moitié de l'année. C'était rien d'autre. Et dans cette expérience, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté une petite entreprise qui faisait des mousquetons et des pitons d'escalade. Et en gros, ils les étalaient sur des couvertures en bas de la falaise qu'ils étaient en train de grimper. Et puis, il y avait un pot à confiture et les gens payaient les pitons ou les mousquetons qu'ils fabriquaient le soir dans un atelier qu'ils avaient loué. Au fur et à mesure qu'ils développent leur activité, ils se rendent compte que les pitons qu'ils fabriquent détériorent la falaise. Et donc, leur raison d'être évolutive, parce que c'est une réalité évolutive, d'être ensemble et de faire du business ensemble, c'est quoi? C'est de dire, en fait, on voudrait préserver les environnements dans lesquels on fait de l'escalade et du surf. Et la raison d'être de Patagonia, elle a beaucoup évolué, elle est devenue même jusqu'à maintenant sauver la planète, mais ça a été pendant très longtemps fabriquer les meilleurs produits en causant le moindre impact environnemental, utiliser le monde des affaires pour inspirer et mettre en place des solutions à la crise environnementale. Mais vous voyez bien que le lien de cette organisation qui est devenue une entreprise emblématique, c'est d'abord de partir de quelque chose qui était réellement vivant pour eux et de mettre l'énergie du collectif autour de ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que le livre de Yvon Chouinard s'appelle « Let My People Go Surfing », qui dit simplement ça. Comment on peut faire en sorte d'être animé au cœur, de ne pas être dissonant en fait. On est vraiment au cœur. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise raison d'être. Il y a des raisons d'être qui sont, il y a des mauvaises raisons d'être qui sont des objets de communication qui nous disent pas ce qu'on fait en réalité. Limiter la dissonance cognitive. Toutes les organisations qui fonctionnent bien, y compris celles qui peuvent nous exaspérer au quotidien, fonctionnent très bien parce que c'est très clair, les règles du jeu sont très claires, l'objectif est très clair, l'ambition est très claire, l'élan est très clair. Une autre entreprise intéressante sur sa raison d'être, c'est Mercato Metropolitano. C'est une structure qui a travaillé d'une façon extrêmement affinée, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais en fait, pourquoi on existe et comment on connecte toutes les dimensions de ce qui anime nos équipes dans les espèces de food courts, je ne sais plus comment on dit ça, des centres où on peut déjeuner dans une sorte de marché ouvert. Et c'est très intéressant parce que le travail détaillé qu'ils ont fait, en fait, le directeur général de Mercato Metropolitano nous dit, en fait, c'est la clé de notre succès. On a fait plein d'erreurs, mais on est super clair sur pourquoi on est là ensemble, et c'est pour ça que notre entreprise est un succès. Tout proche d'ici, dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, il y a un bâtiment qui s'appelle le bâtiment Lelon, qui a fait l'objet d'un concours récemment, que le promoteur Quartus a gagné avec Habitat Humanisme et les architectes Lacaton et Vassal, auxquels nous avons humblement participé, qui propose une clé de lecture pour l'ensemble des futurs habitants et qui dit, en fait, ce bâtiment, c'est expérimenter un mode de vivre ensemble centré sur la convivialité et la responsabilité. Ce qui est très intéressant, c'est de dire, je viens habiter dans un bâtiment,
en étant clair sur pourquoi je viens habiter là. Je viens habiter là parce qu'il y aura de la diversité. Je viens habiter là parce qu'il y aura de la solidarité de voisinage. Je viens habiter là parce qu'il y a des engagements écologiques, comme dans beaucoup d'autres bâtiments. Et je viens habiter là en assumant qu'on va devoir s'organiser ensemble pour que ça se passe bien. Et très concrètement, pour que ça soit tangible et que ça ne soit pas juste une plaquette publicitaire, qu'est-ce qui se passe là? Les futurs habitants, qui soient des habitants qui viennent de bailleurs sociaux ou qui soient des habitants en accession libre, qui achètent leur appartement, vont signer un engagement sur la raison d'être du lieu. Ce type de dynamique appliquée à des territoires, on le retrouve à plein d'autres endroits. C'est ce que le Puy-de-Dôme a fait pour son département, avec notamment un travail avec la Fabrique des Transitions, qui est une alliance d'acteurs de réseaux qui permettent de comprendre comment on peut transitionner vers une vision de société plus ou moins définie, mais qui dit, en fait, collectivement, collectivité territoriale, organisation publique, privée, etc., on est unis par la conviction que les territoires sont des acteurs majeurs de la transition vers des sociétés durables. Ça veut dire qu'on a un élan collectif qui nous dit, on essaye de faire ça ensemble. Et on arrête de sortir, on sort des silos qui consistent à dire, tiens, ça c'est la responsabilité du public, ça c'est la responsabilité du privé. C'est comme la logique qu'on retrouve dans les ODD avec le 17e objectif de développement durable de l'ONU qui dit Partnership for Transition, Partnership for SDGs, c'est de dire nous allons mailler ensemble autour d'une même idée, d'une même représentation du monde, le monde entier pour l'ONU, ou un territoire en particulier, le Puy-de-Dôme, ou un bâtiment en particulier. C'est possible à toutes les échelles. Clarifier la raison d'être. Et parfois, on se dit, c'est pas possible, on parle d'un bâtiment, c'est évident. Non, en fait, c'est jamais évident. C'est jamais évident. Dans les entreprises, souvent, on parle à des comités de direction qui nous disent, impossible, tout le monde est clair sur ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je distribue des feuilles blanches. Je dis, OK, si vous êtes tous clairs, là, les 15 personnes du comité de direction, dites-moi, c'est quoi votre mission, c'est quoi vos objectifs, etc. Et puis après, on prend les 15 feuilles et puis on les affiche sur un mur. Généralement, on fait une pause café après. Statistiquement, la Harvard Business Review a fait une grande étude qui montre que 54% des membres d'un comité de direction sont capables de dire « c'est ça notre projet collectif ». 36% de leur N-1, 14% des personnes en situation de management dans une entreprise de taille moyenne, 86% des personnes en situation de management qui ont une équipe pilote à vue ne savent pas quel est le projet pour lequel ils travaillent. 86%. Donc formaliser la raison d'être, c'est une clé fondamentale. Vous avez des projets, ça peut faire l'objet de communication, mais ça permet de fédérer des territoires. C'est pour ça que le city branding a autant de succès. C'est parce que ça permet de dire on a une identité, on a quelque chose à défendre, on a un projet collectif. Mon grand dada personnel, c'est de dire qu'aujourd'hui, les citoyennes et les citoyens français ne savent pas quel est le projet collectif, indépendamment des partis politiques. 99% des Françaises et des Français n'ont jamais lu la Constitution. On n'a pas de projet collectif. Donc forcément, on est forcément insatisfait. Deuxième élément, des structures favorisant l'autonomie. Structure favorisant l'autonomie, un des grands exemples qui est très connu, mais qui mérite d'être connu pour celles et ceux qui n'en auraient pas entendu parler, c'est Buurtzorg. Difficile à prononcer, mais exemple génial. C'est une structure d'infirmiers et d'infirmières aux Pays-Bas qui a complètement réinventé et chamboulé ce secteur d'activité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Simplement, ils ont dit, OK, on va se réapproprier notre mode d'organisation et on va favoriser notre autonomie. Autrement dit, chez Buurtzorg, vous avez des petites équipes qui font une petite dizaine de personnes, un peu moins, souvent, qui s'occupent d'un quartier en particulier, et les infirmières ici sur cette équipe qui s'occupent de ce quartier s'auto-organisent, gèrent leurs vacances, gèrent leur planning, gèrent tout et ont juste une toute petite équipe de support qui leur permet d'accéder au matériel, à une assistance juridique, mais qui est minimaliste. Le ratio, à un moment donné, de Buurtzorg, c'était 9000 infirmiers et infirmières, 40 personnes pour le support. 9040. Ça vous donne une idée par rapport aux standards de nos organisations. Une autre organisation française bien connue, c'est la fonderie Favi, qui aussi s'est organisée pour que les équipes reprennent de l'autonomie et trouvent une modalité
qui leur permet, à leur échelle, si vous reprenez l'image du système dans leur sous-système, d'avoir une pleine autonomie ou une plus grande autonomie au fur et à mesure pour pouvoir gagner en fait en satisfaction au quotidien et surtout pour pouvoir innover. Et ça a été le cas pour Favi. Zappos, c'est un excellent exemple. Alors si on regarde les territoires en particulier sur cette question, ce qui est très intéressant, c'est que nos territoires, ils sont très marqués déjà par un traitement architectural qui ne favorise pas l'autonomie, qui favorise une représentation de verticalité. La charte d'Athènes, très à la mode jusqu'à encore récemment et encore à la mode dans certains quartiers, en fait, symboliquement, pose des dynamiques de verticalité. Les directeurs généraux installés au siège, au dernier étage, avec leur restaurant qui domine le reste de l'organisation, des petits étages bien silotés de partout. Et évidemment, à l'échelle humaine, des quartiers où la représentation, c'est la verticalité et la déshumanisation des perspectives. Alors, ça bouge, évidemment. Ça bouge partout, dans les territoires, dans des nouvelles formes architecturales, dans la contestation de la logique de la charte d'Athènes. Et vous avez, par exemple, je vous conseille sur ce sujet l'excellent livre de Soft City qui a été sorti par les studios Gell et David Sim en particulier, qui propose des clés de lecture sur ce sujet, qui sont des lectures à la fois organisationnelles, systémiques et territoriales. Absolument passionnant de voir qu'en fait, des représentations, notamment de productivité, d'effectivité verticale, en fait, peuvent se retrouver sur des territoires équivalents en surface, avec des représentations complètement différentes et un retour à l'échelle humaine. Plein d'exemples collaboratifs, participatifs, à petite échelle ou à grande échelle, qui permettent de faire ça. J'accélère un peu pour répondre à vos questions ensuite. Dernier point, une culture fondée sur la confiance et la responsabilité. On a vu la structure, la raison d'être, la structure. La question de la culture, c'est la modalité qui nous permet au quotidien d'entretenir cette logique d'interaction et d'interdépendance entre les acteurs. Culture de la confiance et de la responsabilité, un exemple organisationnel que j'aime bien explorer, c'est l'entreprise Pixar. Dans l'entreprise Pixar, vous avez, bien sûr, qui est bien connu pour tous ces films à succès, vous avez une équipe de comité de direction, évidemment, comme dans plein d'organisations. Simplement, chez Pixar, si vous êtes responsable d'un sujet en particulier, personne d'autre que vous ne prend des décisions sur ce sujet. Comment ça se passe ? Il y a 3 principes opératifs chez Pixar. 1, tout le monde a la possibilité de communiquer avec tout le monde. Il n'y a pas de barrière hiérarchique, etc. Deuxièmement, tout le monde a la possibilité de partager ses idées en toute sécurité. Autrement dit, il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas de questions stupides. Et si quelqu'un ose poser le fait que « ah ben non, ta question c'est débile », eh bien, c'est cette personne qui est remise en cause. C'est-à-dire qu'il y a une logique collective qui dit qu'il n'y a que 3 principes à respecter. Tout le monde peut parler avec tout le monde peut proposer des idées, même les plus farfelues. Et 3, on doit rester en connexion avec notre écosystème. Surtout, ne pas nous enfermer. Concrètement, si vous êtes responsable, si vous travaillez chez Pixar, vous pourriez vous dire, c'est ces gens-là, ou à l'époque, il y a encore Steve Jobs sur la photo là, mais c'est ces gens-là qui sont les patrons de l'entreprise. En fait, quand vous rentrez chez Pixar, on vous dit non, oubliez. Bien sûr, il y a des grands patrons. Mais quand vous rentrez dans l'entreprise, vous rentrez à la Monster University, qui est le programme d'intégration de Pixar, et on vous explique. Alors, on va vous expliquer. Dans cette entreprise, on a fait plein de boulettes, on a eu plein d'échecs, et on va les passer en revue avec vous pour que vous compreniez ce que vous pouvez apporter avec votre génie dans l'entreprise. Première étape. Deuxième étape, quand on vous confie un sujet, si un jour vous avez un problème, voire un très gros problème, imaginez un gros film sur lequel tout d'un coup ça marche plus, on n'arrive pas à finaliser l'histoire, ou il y a un vrai bug, qu'est-ce qui se passe ? On peut dire, ok, on lève la main et on appelle le Creative Board, le Creative Brain Trust de, ok, ce sont les patrons, effectivement, et patronnes de Pixar qui viennent. Mais si vous êtes responsable du film, ils viennent, ils s'assoient avec vous autour de la table, vous expliquez votre problème, ils disent tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Et vous n'avez aucune obligation de suivre leurs conseils, voire vous pouvez faire quelque chose de complètement différent. Et bien sûr, ils font en sorte de respecter ce principe.
Et ça, c'est très intéressant parce que ça change complètement nos représentations, tout en s'inscrivant dans des logiques de représentation verticale avec un conseil d'administration, etc., etc. Pour entretenir ça au quotidien, vous avez des délices. Le mot a disparu du slide, mais c'est une logique quotidienne où vous allez exposer votre travail à des personnes qui n'en ont jamais entendu parler et vous leur demandez leur avis bienveillant ou vous leur dites voilà les problèmes que j'ai. Construire des organisations, une culture qui favorise la confiance. J'ai confiance, j'expose mes difficultés, mes vulnérabilités et l'autonomie qui s'inscrivent dans les organisations autonomes dont j'ai parlé juste avant. C'est le principe de Wikipédia, quand tout le monde partage, tout le monde gagne. Donc je partage mes difficultés, je partage mes idées, tout le monde est gagnant à la fin. Sur le plan architectural, des studios comme par exemple le Rural Studio de Samuel Mockbee ont permis à des communautés en très grande difficulté de reprendre la main sur leur territoire en participant à la construction et à la conception de leurs propres habitats. Symboliquement, ça change tout. C'est-à-dire que je remets la main sur mon habitat, aidé par des architectes, etc. Mais en remettant la main sur mon habitat, y compris un habitat fait avec des matériaux de mauvaise qualité ou des matériaux qui ne sont pas dédiés à la construction au départ, en fait, je crée un processus de réencapacitation, je regagne de la confiance en moi-même, je regagne de la responsabilité vis-à-vis de mon propre destin et du coup, je réouvre les futurs. Extraordinaire travail du Rural Studio, je vous invite à creuser aussi. C'est le principe, cette logique de la confiance et de la responsabilité, c'est le principe des initiatives de transition en France, c'est le principe de toutes les invitations qui sont faites par la Banque des Territoires aussi sur les schémas participatifs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous permet de sortir d'une vision restreinte du champ de la responsabilité sur une zone géographique en particulier ou sur des dynamiques communautaires en particulier et vraiment de reprendre cette hauteur de vue systémique. Los Angeles est en soi une très bonne illustration de ça, puisqu'on retrouve à la fois la logique de la raison d'être, avec tous les petits cailloux blancs et le grand récit, mais le maire de Los Angeles en parlerait beaucoup mieux que moi, Jean-François Caron, et une structure favorisant l'autonomie sur plein de projets et une culture collective qui invite à la confiance et à la responsabilité individuelle. Pour conclure, l'enjeu, c'est d'embrasser la complexité, c'est de se dire, OK, évidemment, si je travaille à l'échelle d'un territoire, si je travaille à l'échelle d'une organisation, c'est une organisation qui est éminemment complexe. Bien sûr. Et que du coup, mes clés de lecture classiques, les schémas, les organigrammes restreints, etc., ne permettent pas d'avoir cette clé de lecture. Il faut que j'ouvre mon champ. C'est exactement l'enjeu, je crois, de ce cycle qui vous est proposé avec le Hub des Territoires et l'Institut. C'est ouvrir nos champs de perception pour pouvoir toucher du doigt cette complexité en l'embrassant, en se disant c'est génial en fait, c'est plein de richesses. Nourrir la biodiversité organisationnelle, qu'elle soit territoriale ou pour des entreprises, c'est ce qui nous permettra de nourrir de la diversité, de l'intelligence collective à l'échelle organisationnelle. Je conclus sur ce livre que j'ai reçu quand j'étais petit, il s'appelait 4 milliards de visages à l'époque. Mise en perspective et mise en abîme intéressante. Ça, c'est l'exemplaire de ma fille de 6 ans. Magnifique livre de Peter Spear qui se termine par 2 images qui m'ont fortement inspiré mon activité et mes recherches. Avant-dernière image du livre, une vision de la ville structurée comme un organigramme. Hein, on a des bâtiments, vous mettez ici la responsabilité du département, la responsabilité de la commune, la responsabilité des entreprises, tadala. On a des citoyens qui se baladent, ils ont tous les mêmes vêtements et des numéros, et puis on a des processus qui marchent super bien. Hein. La vision de la ville à la Ceausescu. Et quand vous pensez, comment on fait quand on fait des organigrammes, quand on dessine des organigrammes dans nos entreprises, en fait, on fait la même chose. On résume l'entreprise à ça. Voilà, ça c'est l'organigramme de l'entreprise, ça c'est les processus. La vraie vie des villes qui sont durables, ça ressemble plutôt à ça. Alors quand je montre cette image parfois à des directeurs généraux, ils prennent panique, ils disent je préfère la première. Bah oui, mon cerveau il aime pas la deuxième. Mais sauf qu'en fait ma vie, mon élan vital, est mieux dans la deuxième.
avec de la diversité. Et ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Hein. Dans la ville, sur cette image ou juste autour de nous, il y a un code de la route, il faut des permis de construire pour construire, etc. Il y a un certain nombre de règles du jeu, mais ce sont des règles du jeu minimales qui permettent d'exprimer la souveraineté individuelle. Et on a probablement encore du chemin à faire sur ce sujet. Je suis arrivé à la fin de cette séquence. Il y a dans le document beaucoup de références aussi, si vous souhaitez creuser. Plein d'auteurs extraordinaires qui permettent de voir ce sujet. J'arrive pas à me caler dessus, mais plein de lectures qui ne traitent pas que des organisations, mais qui permettent de creuser ces sujets-là. Je suis à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup. Merci. Il y avait une petite question sur un immeuble qui avait plusieurs raisons d'être, enfin, où on signait pour une raison d'être. Oui. Est-ce que vous pourriez rappeler la référence de cet immeuble? Oui. Alors, c'est dans le cadre d'un concours urbain qui a été organisé par la ville de Paris. L'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul a fait l'objet de plusieurs concours. C'est l'endroit où étaient installés en occupation temporaire les grands voisins. Et dans ce concours, en fait, un des bâtiments, qui est l'ancienne maternité Lelon, il y a tout un travail qui a été fait sur le bâtiment, sur la raison d'être de ce bâtiment, dans un premier temps, et la raison d'être du collectif. Et du coup, l'idée, c'est de dire, je rentre et je signe avec ces éléments. Et donc, c'est Saint-Vincent-de-Paul et le bâtiment, et donc le bâtiment Lelon. Très bien, merci. Alors moi, j'avais une question dans la lignée de ces éléments. Est-ce que finalement les territoires finalement semblent plus, ce que vous sous-entendez, c'est qu'il faudrait que les territoires soient plus drivés par une raison d'être que par une géographie. C'est-à-dire que si je trouve pas là des gens qui ont la même raison d'être, il faut, pour être efficace, selon les systèmes votre exposé, pour être plus efficace, plus performant, voire plus heureux, que j'aille à la recherche des gens qui auraient la même raison d'être que moi et que je me joigne à eux sur leur géographie. Alors, il y a deux éléments de réponse. Merci pour cette question qui est très intéressante, parce que en fait, la question, elle est composite de deux dimensions. D'abord, il y a un système, qui est le territoire en particulier. Le territoire en particulier, il a une raison d'être. Même si elle ne nous fait pas rêver, cette raison d'être, elle existe avec les gens qui la composent, les organisations qui la composent, etc. Et peut-être que si ce collectif se réunit et se pose la question, en fait, c'est quoi la société qu'on veut dans ce territoire, peut-être il y a des choses nouvelles qui vont émerger. Mais ça existe par essence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un territoire, il y a un système, et donc il y a une raison d'être. Et après se pose la question à titre individuel, ma raison d'être personnelle, mon envie, mon élan d'aujourd'hui, est-ce qu'il peut s'exprimer au mieux dans ce territoire-là, sachant que j'en fais déjà partie et donc je participe à la raison d'être qui émerge ici, mais où est-ce qu'il y a une trop forte dissonance ou que ça n'arrive, et que du coup ça me met en mouvement vers ailleurs. Et c'est la même chose évidemment sur un territoire donné que dans une organisation. Il y a plein de gens qui disent je suis malheureux dans mon organisation mais je peux rien faire. La question c'est pourquoi je suis malheureux, et est-ce que vraiment, au-delà du fait d'être malheureux, je sais comment je peux aller ailleurs. Autrement dit, comment je connais mon élan vital. Le philosophe Spinoza dit « La plus grande difficulté de l'être humain, c'est l'absence de connaissance de son propre désir. » Souvent, on est malheureux, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment ces deux dynamiques à prendre en compte. Très bien, merci. Jean-Luc, tu avais peut-être... Oui, Martin, comment on fait, que ce soit dans les grandes organisations et plus spécifiquement dans les territoires, pour définir la raison d'être? Est-ce que dans les grandes organisations, c'est les chefs, là, tu as parlé du top management, mais quand on a après des sous-systèmes, on a des équipes, etc., est-ce que chacun doit participer? Donc dans les organisations de grande taille, ça pose cette question-là. Et dans les territoires où il y a diversité d'acteurs, ça renvoie à la question de Cécile, c'est-à-dire des raisons d'être de ces acteurs qui n'ont pas besoin de fusionner. Mais comment on fait pour trouver, pour réinventer, pour revisiter la raison d'être en impliquant tout le monde? Alors, 3 éléments de réponse. D'abord, on ne définit pas la raison d'être. C'est le terme définir, il dit en fait, on aurait une action qui l'objectiverait d'entrer. On révèle la raison d'être.
C'est-à-dire qu'on la fait simplement émerger. On pose des mots dessus. C'est ce que Hegel appelle l'effectuation. C'est je mets devant moi, je pose des mots et en fait, du coup, je peux la regarder comme un objet et sentir. Donc, révéler, c'est révéler la raison d'être. Deuxièmement, effectivement, idéalement, dans un système, on va entendre toutes les parties prenantes, toutes les sous-organisations et on va écouter, essayer de faire émerger et de voir quel est le tronc commun. Mais, encore une fois, le système, il a sa raison d'être propre, qui est composite de tout ça, mais qui ne se résume pas à la somme des raisons d'être individuelles. Et c'est pour ça que c'est à la fois très difficile, et en même temps, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand on expérimente ça, en consultant une partie représentative des agents, des parties prenantes d'un territoire donné ou d'une organisation donnée, eh bien, il y a des choses qui émergent, qui sont parfois très dissonantes avec ce qu'on met sur les jolies plaquettes en papier glacé ou sur les sites internet, et qui sont en réalité ce qui est en mouvement dans l'organisation. Ce qui est très difficile, surtout pour des Français et des Françaises, c'est que on est hyper conceptuel et que parfois, en fait, on se dit ah c'est ça qui sort. Ah mais qu'est-ce qu'on est déçu de nous-mêmes. On aimerait bien être ça, alors qu'en fait on est juste ça. C'est pour ça que le terme raison d'être, il est tellement engageant sur le plan psychique que je trouve que l'élan collectif, ce qui est vivant dans l'organisation, ce qui nous fait lever le matin, c'est plus doux et du coup ça met moins d'enjeux essentialistes. J'entends une question de lucidité derrière et de discernement. Il vaut mieux être lucide sur une raison d'être, quand bien même elle pourrait intellectuellement nous décevoir, mais au moins on sait où elle est, où est le vivant, plutôt que de prétendre une raison d'être ou d'afficher une raison d'être qui en fait ne reflèterait qu'une... Ah ça je suis d'accord, complètement d'accord avec ça. Ce qui est la source de souffrance, c'est la dissonance, à mon sens. Et parfois on regarde avec mépris d'autres pays dans le monde en disant oh là là, sympa hein, le projet des Canadiens. Mais en fait ils sont plus heureux que nous. Et puis ils avancent plus ensemble. Parce qu'ils ont un projet qui est moins ambitieux, mais qui est plus clair pour tous. Qui est juste par rapport à là où ils sont. C'est ça qui est leur projet. Ouais. J'essaie d'éviter tout type de jugement moral sur ces questions. Sinon, toutes les banques d'investissement sont des banques à impact ou des sociétés d'investissement à impact et ils se racontent une histoire et que du coup, toutes celles qui font des choses un peu différentes, leur terme devient galvaudé en 5 minutes. Alors, ça interroge beaucoup nos spectateurs. Justement, comment créer l'étincelle dans des organisations et donner envie quand le confort semble résider depuis longtemps dans la pyramide, sans parfois oser voir les dommages collatéraux. Et, on va même plus loin, comment le créer à l'échelle territoriale? Eh ben, je vais essayer de faire une réponse plus courte, mais c'est l'homéostasie d'un système, c'est ça. C'est de dire ça, on essaye toujours de revenir à notre état précédent. C'est la tendance de tout système vivant ou organisationnel. Et donc, on a des résistances au changement massives. L'étincelle, c'est simplement, l'étincelle, chacun peut la produire en disant, j'essaie de me clarifier moi-même sur ce qui m'anime, ce qui me fait lever le matin, et j'essaie de me poser la question de qu'est-ce qui dans quelle organisation, à quelle organisation je participe, et de sentir si juste à cet endroit il y a une dissonance, d'en parler, de la nommer, de voir si on peut faire des choses, ou de se mettre en mouvement. Et comme dirait Thomas d'Azembourg, hein, être heureux n'est pas forcément confortable. Donc c'est sûr qu'il y a un trade-off entre le confort et le fait d'être en mouvement. Très bien, merci. Justement, ça m'appelait aussi une autre question. On a beaucoup parlé du système, des systèmes. Est-ce que finalement tout ça n'est pas parce qu'on se re-questionne profondément sur la notion de performance, voire de bonheur, tout simplement? Alors, le système étant un moyen peut-être uniquement d'atteindre un état de bonheur. Et donc, du coup, c'est peut-être là-dessus qu'il y a une remise en question par rapport à des modèles de performance et de bonheur. Alors, en fait, il y a la remise en question, elle est très liée à notre imaginaire collectif. Hein. D'un point de vue sociologique, cette remise en question, elle vient aussi de facteurs exogènes, de crises, etc., qui fait qu'on se dit « Oh, yeah, ça peut pas continuer ». En fait, ce qui met en mouvement un système au-delà de son homéostasie, c'est quand il y a une dissonance tellement forte, une crise interne tellement forte, que le système, il y a une nouvelle émergence et que le système change. Or, des crises très très fortes, on en vit plein, et que potentiellement, ça crée
cette tension, la conscience profonde des enjeux climatiques ou de nouveaux enjeux sociaux, d'inégalité, etc., elle crée des polarisations. Donc soit un renforcement des conservatismes, et là on veut vraiment s'arc-bouter sur ce qu'on avait avant, et ça crée des tensions partout dans le monde, beaucoup de violence, soit une autre polarité qui est une polarité d'appel au changement. Donc c'est plutôt, à mon sens, en tout cas d'un point de vue systémique, lié à ces champs de dissonance que à une nouvelle aspiration. Mais le système n'est pas un moyen, le système est là. Le système, il est là, et en fait, il faut qu'on joue avec. C'est ça mon invitation, quand je dis embrasser la complexité, c'est embrasser la ville riche, comme ça, embrasser cette réalité qu'on vit dans une organisation complexe et essayer d'apaiser notre cerveau en disant « ça va aller, ça va aller ». Par rapport, Martin, à cette approche des systèmes complexes, et quand on porte une envie de transformation du système, se pose souvent la question s'il vaut mieux le faire en mode top-down, bottom-up, etc. Quand tu as rappelé tout à l'heure la constitution d'un système complexe, il y a des sous-systèmes, il y a des métasystèmes. Est-ce que tout est possible? C'est-à-dire que si je suis moi en responsabilité au niveau d'un sous-système, est-ce que je peux conduire une transformation par rapport aux différents schémas organisationnels que tu présentais, indépendamment ou quelle que soit la structure, par exemple mécaniste, du métasystème dans lequel je me situe? Tu pourrais répondre toi-même à la question, Jean-Luc, je le sais. C'est une des auteurs que j'ai mis en référence là sur un des derniers slides que j'arrive pas à mettre à l'écran, c'est Margaret Mead, qui dit ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus suffisamment motivés puisse changer un système, une organisation ou le monde. C'est toujours comme ça que c'est arrivé. C'est-à-dire que il y a le sous-système a un effet, c'est l'effet papillon. C'est ça qui est intéressant dans un système complexe. L'effet papillon, un mouvement d'aile de papillon engendre un ouragan. Et ben oui, ça marche comme ça. Et c'est pour ça, alors il y a pas toutes les têtes des auteurs, mais vous l'aurez certainement dans le support. Ce livre, je vous conseille ce livre, Out of Control de Kevin Kelly. C'est un livre que j'adore. J'en parle tout le temps. Il est très peu connu. C'est pas du tout un livre de management. Mais je trouve ce livre génial parce qu'il compare dedans des abeilles, des écosystèmes après un incendie, de la robotique, etc. Et il dit, en fait, si vous aussi vous voulez être un apprenti sorcier et faire fonctionner un système complexe, il y a 9 lois à respecter. C'est le dernier chapitre du livre, il est en open source sur Internet. Je vous invite à le lire, c'est absolument merveilleux. Et puis en plus, c'est drôle. Quand on conduit des transformations dans les organisations, et donc on voit bien ce que tu as ouvert, et donc on veut faire évoluer l'organisation et les pratiques managériales au sein d'une organisation. Tu nous as présenté un certain nombre de pistes d'action. Est-ce que tu en vois tout de même des spécifiques ou des déclinaisons, des modalités qui seraient spécifiques à l'animation, la transformation d'un système qui serait moins une organisation interne avec des liens de subordination, des contrats de travail, etc., mais plus quelque chose qui renvoie à un système où on doit animer, on doit faire évoluer le système, que ce soit des acteurs d'un territoire ou on est plus sur un écosystème à faire bouger, à animer, et moins une équipe à manager. Bien sûr, bien sûr, la vision verticale, et notamment qui se traduit dans des logiques managériales, elle ne s'applique que dans un champ très restreint de notre vie. En permanence, on est dans des systèmes organisationnels qui sont des systèmes où il n'y a pas ce type ni de contrat, ni de management, ni de règles tacites. Souvent, la famille ou le couple en est un très bon exemple. Mais à l'échelle d'un territoire, évidemment, il y a cet enjeu, et c'est pour ça que c'est pas un travail de communication de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble en termes de société. C'est pas pour faire de la pub. C'est pas un objet de com, c'est pour se dire juste est-ce qu'on a un projet de vivre ensemble à 10 ans, à 20 ans. Et ça, c'est possible de le faire avec des gens qui sont souvent, et ça surprend beaucoup parfois les élus, ou hyper volontaires pour le faire. De dire ouais, ça m'intéresse d'en parler. Ça m'intéresse de me dire moi j'aimerais bien contribuer à ça. Première clé. Et deuxième clé, c'est pour ça que j'ai mis la question des structures favorisant l'autonomie. En fait, les systèmes avec une très forte autonomie ont plus de chances de se maintenir durablement, parce qu'en fait, il y a moins de rigidité, ils sont plus flexibles. Et donc, ils font preuve d'une plus grande résilience que des systèmes ultra rigides. Et donc, dans un territoire, a fortiori, c'est le cas.
Cécile, il y a d'autres questions ou pas? Non, pas Moi, de... j'en ai une petite dernière qui sort un peu du champ, mais tu nous citais Sébastien Boller, qui disait que naturellement, finalement, l'organisation pyramidale nous rassure, et donc rassure notre cerveau, en fait. Hein, c'est intéressant de le situer là. Est-ce qu'il y a des manières d'entraîner son cerveau à peut-être mieux accepter l'incertitude, mieux accepter la complexité, mieux à titre individuel, j'entends. C'est-à-dire que là, je quitte le champ pour se dire, ok, comment est-ce que je sais que je fonctionne comme ça et que mon cerveau aimerait me rassurer en me donnant l'illusion d'un système prévisible, etc. Mais est-ce qu'à un niveau individuel, on peut transformer ça? Tout ce qui casse nos routines est au service de ça. Autrement dit, ne serait-ce que changer de trajet pour aller au bureau le matin, changer de moyen de transport, toutes les pratiques créatives nous aident à sortir de rigidité cognitive. Il y a des tonnes et des tonnes de propositions dans ce sens. Se forcer à utiliser, par exemple, des cartes de pensée oblique pour pouvoir juste se dire, tiens, si je regardais ce sujet avec une question qui n'a absolument rien à voir. Explicite peut-être. Les cartes de la pensée oblique, c'est des petites cartes avec des questions qui sont très faciles à trouver, là aussi en open source sur Internet, qui vous permettent de regarder un problème avec une question qui, a priori, n'a ni queue ni tête. Et c'est simplement ça nous permet de changer de prisme sur ces questions et du coup de les regarder d'une façon différente. Et ça ouvre le champ. Mais l'autre pratique, à titre individuel, c'est une pratique de prospective, active. C'est pas pour faire de la pub pour l'Institut, mais c'est de dire juste, je regarde le champ des possibles et du coup, je change de perspective. C'est pas une question, mais quand tu as posé la question, j'ai pensé que Martin allait répondre à la méditation, parce que moi, la méditation, ça me semble être un bon moyen pour, à titre individuel, en effet, changer de rythme. En fait, on dit que méditer, c'est changer de rythme. Et du coup, ça me donne envie de vous citer Chogyam Trungpa, qui est un moine bouddhiste qui dit ralentis, enfin c'est un peu un mantra, ralentis ou coupe la vitesse ou ralentis, réduis la vitesse, c'est ça, réduis la vitesse, coupe l'agression, tombe amoureux. Et ça, voilà, ça. Mais j'adore, c'est génial. Ça résonne avec tout ce que tu as raconté, en fait. Changer de rythme, faire ensemble, couper l'agression, c'est être OK avec soi, être OK avec accueillir tout ce qui est proposé. Et tomber amoureux, c'est une autre dimension. Mais voilà. C'est super. Tomber amoureux, c'est tomber amoureux aussi du système. C'est tomber amoureux de ce qui est. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme embrasser la complexité. Mais il y a quelque chose de cet ordre. La pleine conscience, les bains de forêt, la méditation nous aident à faire ça. Et c'est vrai pour réinventer la démocratie. Le pacte civique, 30 associations qui te réunissent disent 30 propositions pour réinventer la démocratie. La première proposition sur laquelle ils se mettent d'accord, prendre régulièrement des temps de pause et réfléchir au sens de notre action. C'est magique. C'est juste de dire, c'est le ralentissement qui nous permet de nous mettre en mouvement. Je crois qu'on va pouvoir terminer cet échange sur cette note très positive et puis avec cette recommandation qui est de changer de trajet au quotidien pour se re-questionner et justement voir les choses différemment. Donc merci beaucoup Martin. Avec joie. Merci Martin. Merci. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté à cette conférence débat avec l'Institut des futurs souhaitables. Merci pour votre intervention passionnante. Je vous invite à vous inscrire à la prochaine conférence de l'Institut des futurs souhaitables au Hub avec le 3 septembre. Où on va aborder le sujet des territoires périphériques et territoires ruraux. Et puis, je vous dis à très bientôt au Hub ou ailleurs. Merci.